Charles Personnel, on va entamer la première partie en demandant à des représentants, des présidents d'organisations européennes de musées de nous présenter leur action, leur activité, le message qu'ils ont à nous transmettre. On va commencer, si vous le voulez bien, par Luís Raposo. Luís Raposo, qui est notre collègue et ami portugais, président d'ICOM Europe, et qui joue un rôle vraiment important pour permettre le dialogue entre les musées européens, tous les musées européens, tous les comités nationaux européens de l'ICOM. Je passe la parole à Luís. J'espère, Luís, que tu es dans la salle. Je ne sais pas si je suis écouté. Ça va? On m'écoute là? Eh bien, c'est parfait. Parfait. OK. Bon, tout d'abord, merci beaucoup à toi, Juliette, et à ICOM France, aux organisateurs de cette séance-là. Je vais essayer de faire vite parce qu'il y a beaucoup de monde à parler, des collègues à parler qui sont pour parler, et aussi parce que, je m'excuse dès le début, je ne pourrai pas être avec vous jusqu'à la fin de votre séance, je ne serai peut-être pas qu'à ce commencement-là. Maintenant, je ne vois pas ma présentation, je ne vois rien, je ne sais pas si vous me regardez vous-même ou pas. Est-ce que je suis... Oui, d'accord, je me vois encore une fois. Eh bien, tous mes diapos, ils sont en anglais. J'essaierai de parler en français, mais comme ça, on pourrait avoir les deux langues d'usage. Je n'irai pas parler de ICOM Europe, des activités d'ICOM Europe. Bien sûr, on est en alliance régionale très large avec presque à peu près une cinquantaine de pays de l'Atlantique aux Urals et au-delà de ça. On a des conférences, des séminaires, des positions, des statements, des positions communes qu'on essaye de prendre, des thèmes qu'on discute. On a surtout beaucoup aussi des coopérations entre autres alliances comme Latine-Amérique et Caraïbes et comme Arabe, par exemple. On a ces dernières années fait plusieurs projets ensemble parce qu'on a beaucoup à apprendre entre les différentes régions, bien sûr, de l'ICOM et des musées au monde. Mais je vais parler surtout, presque uniquement, des musées en Europe et aussi en général du patrimoine culturel où les musées s'intègrent en Europe, avec des données, des statistiques que malheureusement, elles ne sont pas dans plusieurs cas si actuelles que ça. D'ailleurs, je pense en tant que membre, et je l'ai déjà dit, en tant que membre du comité de governance de le récent formé et constitué Centre de recherche de l'ICOM que mondial, qu'une des priorités devrait être d'obtenir des statistiques sur les musées dans le monde entier et bien sûr dans les différents continents actuels. On a énormément besoin de bonnes données d'analyse pour de nourriture de pensée, food for thinking. Et maintenant, on peut poursuivre. Vous passez, s'il vous plaît, ma présentation. On continue le prochain. Je présenterai deux, trois questions pour penser. La première, qu'est-ce que les citoyens européens pensent du patrimoine culturel, y compris les musées? Le suivant, s'il vous plaît. Eh bien, ça a été répondu pour la dernière fois il y a peu d'années. Ce sont les données les plus récentes, 2017, pour l'année européenne du patrimoine culturel. Et les données sont vraiment écrasantes, je dois dire. Vous verrez, par exemple, il y a plusieurs données qui ont intéressant, statistiques, le nombre d'employés concernés par le patrimoine culturel en Europe, les sommes qui y sont investies. Aussi, très important, par exemple, la génération d'emplois. Le patrimoine culturel, par exemple, génère 26,7 postes de travail pour chaque poste de travail, 26 plus 7 au dehors des professionnels, beaucoup plus que l'industrie automobile, par exemple. Alors, ce sont des données qu'on doit avoir très attentivement au cœur. Le suivant, s'il vous plaît. Et l'Eurobaromètre
lettre qui a été fait à l'occasion, à demande des comme Europe, de NEM ou d'autres associations des musées notamment. On avait besoin d'avoir des bonnes données statistiques et on a demandé de se faire un Eurobaromètre. Ça a été le premier sur le patrimoine culturel en Europe. Il est très intéressant. Le suivant, s'il vous plaît. Je vous passe quelques données seulement. Par exemple, orgueil, le patrimoine culturel génère un sentiment d'orgueil, soit dans nos pays, par exemple, 82% des répondeurs au niveau européen. Prenez note seulement des barres foncées. Les barres de couleur claire se réfèrent à mon pays, le Portugal, et n'intéressent pas pour ma présentation ici. Seulement les barres foncées sont celles globales d'Europe. Alors 82% des Européens se disent orgueilleux avoir pride, orgueil dans le patrimoine de ces pays et aussi 70% dans le patrimoine des autres pays européens. La qualité de vie, 71% disent que le patrimoine augmente la qualité de vie. Le sense of belonging, le sentiment d'être un ensemble, 70%. Le suivant, s'il vous plaît. La potentialité du patrimoine culturel, la diversité, c'est la plus importante, la dimension la plus importante, 80% le disent. Le dynamisme, bon, je ne vais pas référer les numéros parce qu'ils sont visibles, je crois, tout le monde le verra bien. Le dynamisme, et c'est très important parce que presque la moitié des Européens disent qu'il n'y a pas vraiment une culture européenne commune. Moins encore le disent pour une culture occidentale commune. Seulement 35% considèrent qu'il existe une culture occidentale commune. Et 54% disent qu'il y a une culture européenne commune. Alors, cela veut dire que nous, les Européens, nous sommes encore très attachés à nos cultures nationales, mais ça n'empêche pas qu'on aille la vision globale, l'importance globale du patrimoine européen. Le suivant, s'il vous plaît. Quelle est l'importance du patrimoine culturel pour vous? Car 84% pour vous, pour votre communauté, pour votre région, pour votre pays, pour l'Union européenne en général. Auriez-vous aimé savoir plus sur le patrimoine culturel? Oui, 68% disent oui. Suivant, s'il vous plaît. Et on continue avec des données très impressives. C'est une sorte de, comme j'ai dit déjà, je vous donne seulement ça comme une nourriture pour penser, pas plus que ça. Quand on passe des données plus proclamatoires pour les données plus d'action, bien sûr, les niveaux sont plus bas. Ça, c'est notre, surtout au Portugal, je dois le dire, c'est notre drama. Mais en général, en Europe, c'est un problème. On est beaucoup plus proclamatoire que vraiment on est, disons, je préfère le mot militant du patrimoine ou des musées dans le patrimoine. Visiter les musées dans les derniers ans, seulement 61%. Bien sûr, les monuments, je dis, les musées viennent bien placés aussi. La moitié disent qu'on a visité les musées last year, dans les derniers ans, mais les librairies beaucoup moins, les cinémas beaucoup moins encore. Les musées sont pas mal placés même dans ce cadre-là. Pas du tout. Le suivant, s'il vous plaît. Et pourquoi n'avez-vous pas visité ces lieux de culture? Eh bien, la raison la plus répandue, c'est le manque de temps. Ça sert à tout, bien sûr. Le cost, le coût, la manque d'intérêt, la manque d'information, la remoteness, loin de nos lieux de vie, faute d'offres, faute de qualité. Ce sont les raisons pour ne pas visiter. Mais la faute de qualité, c'est la moins indiquée. Il faut le noter. Le suivant, s'il vous plaît. Et je crois, j'ai fini avec cette statistique globale. Le patrimoine culturel devrait être enseigné dans les écoles. 88% des Européens le disent. Et il devrait avoir plus d'investissement public dans les patrimoines culturels. 74 le disent. Suivant.
Je passe pour être bref, enfin, ceux qui devraient plus investir au patrimoine, ce seront les autorités publiques, disent les Européens, pas les privés. C'est très intéressant ça aussi, parce qu'on vit dans une société de plus en plus dominée par le privé, par la vision privée de l'État, et ce n'est pas du tout pour les Européens le cas du patrimoine culturel. Le suivant, s'il vous plaît. Et où sont les musées européens maintenant? Comment on peut répondre à cette question-là? Eh bien, quelques données aussi statistiques. Le suivant, s'il vous plaît. Bien sûr, les musées sont la plus répandue réseau culturel au monde. Il n'y a rien d'approchable. Ils sont plutôt en Europe et aux États-Unis, d'Amérique du Nord. Mais, et d'ailleurs, le suivant, s'il vous plaît, on voit ici le dernier inventaire de l'UNESCO. Il est très incomplet, cet inventaire, parce qu'il n'a que ce qu'ils ont pu obtenir. Mais là, vous voyez que l'Europe représente les 5000 musées au monde, 40%, presque 42%. C'est très important. Si on ajoute l'Europe et les États-Unis, ça donne 72% des musées au monde. Le suivant, s'il vous plaît. Là, maintenant, dans l'Union européenne, les données sont déjà anciennes, je m'excuse. Ça a peut-être changé un peu ces derniers ans à cause des politiques très libérales, très privées à plusieurs pays européens. Mais en tout cas, la plupart des musées européens sont publics, soit de l'État national, central, soit de l'État local. Seule une partie mineure, quand même très importante, ce sont des musées privés. Après, s'il vous plaît, le suivant. La plupart sont des musées d'art, archéologie et histoire. Après, sciences, technologie, ethnologie, et c'est la majorité. Le suivant, s'il vous plaît. Pays par pays, j'ai choisi ici 2-3 pays pour montrer la diversité. La diversité est énorme. En France, par exemple, la grande majorité des musées sont des musées publics. Le suivant, s'il vous plaît. Mais en Espagne, par exemple, c'est aussi ça. La plupart des musées sont des musées publics, mais il y a encore, relativement parlant, il y a un peu plus de musées privés. Mais là, bien sûr, la grande majorité sont des musées publics. Le suivant. En Allemagne, augmente la partie relative des musées privés. Le suivant, s'il vous plaît. Et bien sûr, au Royaume-Uni, c'est où la partie des musées privés est plus importante, s'approchant en quelque sorte du modèle américain, mais encore avec une importance très grande du public. Le suivant, s'il vous plaît. Ça, c'est aussi très impressif, je pense. Ici, on a les 20 plus visités musées au monde, musées d'art. Et on voit que la moitié, même peut-être un peu plus que la moitié, sont européens, sont des musées européens, avec le Louvre au premier, bien sûr, et après quelques autres. Ce sont les barres claires, ici. Si on compare avec les Luna Park, les parcs thématiques, le suivant, s'il vous plaît, on voit que seulement un est en Europe. Et c'est un American Franchising. C'est le Euro Disney près de Paris. C'est-à-dire, les gens ne viennent pas en Europe pour voir des Luna Park. Ils viennent pour voir des monuments, pour voir des musées. Le suivant. La dernière question. Qu'est-ce que les professionnels eux-mêmes pensent de nos musées? Eh bien, c'est difficile de répondre, mais j'ai tenu compte de quelque chose qui me semble suggestif. Le suivant, c'est le prix européen des musées. J'ai fait les comptes, j'ai fait l'analyse des 40 ans déjà de ce prix. Le suivant. Depuis 1977 jusqu'à 2017. Quelles ont été les caractéristiques les plus évaluées, les plus appréciées pour outorguer le prix? Bien sûr, on est en face d'un univers de musées limité, qui ont eu des remodélations les dernières années. Ils sont là, notez les conditions pour être candidat. C'est un univers limité, très limité. La grande majorité des musées européens, ce sont des petits musées communautaires, il faut le dire.
Ah, bon, le suivant. Et on regarde ça. Ce sont des graphiques cumulatifs, c'est-à-dire ils ajoutent toujours chaque année. Et l'histoire, le sujet d'histoire, musée d'histoire, c'est le plus apprécié tout au long des 40 ans du prix, après les autres. Le suivant. Les caractéristiques en termes des musées, les fonctions muséales les plus appréciées, c'est la conservation des collections au début, c'est l'éducation après et la recherche plus en bas. Suivante. Ce sont les musées qui ont obtenu le prix, ce sont des musées de quelle tutelle? Bon, de l'État central et des municipalités après. Les privés sont seulement résiduels. Le suivant. Ce sont des musées locaux, surtout, et après des musées nationaux. Le suivant. Ce sont des musées qui existaient déjà avant 1960 et les autres ont augmenté énormément, dramatiquement ces dernières années, les musées récents, plus récents. Et maintenant, ils sont égales, presque. Le suivant. Les musées peu connus sont ceux qui ont obtenu plus de prix. Le suivant. Les musées anciens, c'est-à-dire l'édifice, le bâtiment, existait déjà un bâtiment ancien, ce sont la grande majorité, pas les icônes architectoniques que maintenant sont une sorte d'industrie liée au musée. Le suivant. Et je finis avec l'idée de l'importance économique des musées. Nos amis du Royaume-Uni sont bien, ils ont des bonnes statistiques et des bonnes données que nous manquons en Europe continentale sur l'impact économique des musées. Economy loves museums, c'est un slogan de l'Association britannique des musées. Le suivant. Et il mesure, il y a des billions de pounds qui sont concernés dans l'activité des musées. Le suivant. Le suivant, on ne va pas. Et quand on regarde pour la décade qu'on vient de finir, qu'a fini il y a 2 ans, l'investissement au musée au monde, c'est vraiment écrasant. 250 milliards, on dit en français, je pense, de dollars, d'après l'économiste. Et je finis avec ce slide, ce diapo. Mes amis, vraiment, ce qui se passe maintenant en Chine en termes de nouveaux musées, d'investissement en musées, c'est écrasant, complètement. Les numéros sont là, quelques numéros. Le numéro des nouveaux musées, c'est une chose qui dépasse toute possible imagination. De telle sorte que l'Economist dit que dans l'année 2035, la Chine sera vraiment le cœur des musées au monde. Et je vous laisse avec ces numéros, ces données statistiques qui peuvent peut-être vous aider dans la poursuite de la science. Micro. Oui, pardon, merci Louise, tu as vraiment rassemblé et rapproché des informations qui sont extrêmement précieuses et extrêmement intéressantes pour connaître et se connaître. Et se connaître, c'est essentiel pour pouvoir agir ensemble. Je crois que tu donnes des éléments quantitatifs et aussi qualitatifs qui sont précieux et qu'on ne trouve pas. On a beaucoup de statistiques sur l'effet de la pandémie sur les musées, mais tu rapproches des éléments et je pense que ça nous donne vraiment à réfléchir. Vraiment, merci, vraiment, Louise. Je sais en plus que tu ne peux pas rester avec nous ce soir. C'était un effort pour toi d'être là et tu as tenu à participer à cette séance. Je t'en suis d'autant plus reconnaissante. Tu regrettes de ne pas pouvoir participer au débat et tu as enregistré une vidéo que nous passerons tout à l'heure
pour dire, mais au moment opportun du débat, ce que tu penses que est la place des musées dans le monde, et aussi ce que la place des musées européens dans le monde, et aussi ce que les musées européens ont à apprendre du reste du monde. Et c'est une courte vidéo, mais elle interviendra dans le débat avec Alexandre, président d'ICOM Belgique, nous commodérons et nous trouverons le moment opportun pour passer ta vidéo. Merci en tout cas, désolé que tu nous quittes naturellement, mais c'était précieux vraiment de t'avoir avec nous. Je rappelle que Luis Raposo est président d'ICOM Europe.